La foule rassemblée au parc municipal de Maplewood Heights s'était tue d'un coup, comme si l'air lui-même s'était figé. La main levée de Connor Whitmore, vétéran de l'armée devenu instructeur cynophile pour la police locale, avait suffi à imposer le silence. À ses côtés, son compagnon fidèle, Ranger, un imposant berger allemand au pelage noir et feu brillant, était assis, totalement immobile. Seuls ses muscles tressautaient légèrement sous sa fourrure lustrée, prêts à bondir. C'était leur moment. Le point culminant d'une démonstration d'obéissance qui leur avait valu une réputation légendaire dans toute l'unité K9 de l'État. « Reste !» ordonna Connor, sa voix claire couvrant les murmures des familles venues assister à la journée communautaire d'automne. Mais, à cet instant précis, Ranger tourna la tête. Ses oreilles se redressèrent d'un coup, captant quelque chose au loin. Ses yeux ambrés se verrouillèrent sur une silhouette au-delà de la pelouse. Un homme grand, vêtu de sombre, qui tenait un enfant contre lui, comme s'il dormait. Un grondement grave monta du fond de la gorge du chien. « Ranger, reste !» Cette fois, la voix de Connor était plus ferme. Mais au lieu de se détendre, le chien tendit sa laisse, grognement toujours présent. Puis, l'inimaginable se produisit. Après 5 ans de service sans une seule erreur, Ranger désobéit. Il bondit en avant, tendant la laisse jusqu'à la rupture. Le cuir céda sous la force. En une fraction de seconde, le chien fendit la foule, croc découvert, lancé comme une flèche vers l'homme et l'enfant. « Ranger, non !» hurla Connor, sa voix déchirant le calme revenu. Mais c'était trop tard. Les parents ramassèrent leurs enfants dans un mouvement de panique. Des cris s'élevèrent. En 27 années passées à former des chiens policiers, Connor n'avait jamais assisté à un tel acte de désobéissance. Quelque chose d'archaïque venait de se réveiller dans son partenaire. Une force plus puissante que des années de dressage. Quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait percevoir. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Et maintenant, reprenons notre histoire. Maplewood Heights, en ce samedi de septembre, baignait dans une chaleur douce, et les pelouses du parc s'étendaient à perte de vue comme un tapis vert parsemé de chênes centenaires. Le genre de journée qui faisait oublier les tracas du quotidien. À quelques mètres du cœur de la fête, dans un enclos délimité par des rubans jaunes, Connor Whitmore, 53 ans, se tenait droit malgré la fatigue, trahi par ses épaules voûtées. Le passé militaire avait laissé ses marques, une démarche légèrement boiteuse et un regard parfois perdu dans un lointain que personne ne comprenait. Les gens du coin le connaissaient comme un homme de peu de mots, mais de principes inébranlables. À ses côtés, Ranger, le berger allemand à l'allure impériale, semblait prêt à bondir au moindre signal. Leur lien était évident même pour un observateur novice. 5 années plus tôt, Connor avait trouvé ce chiot abandonné dans un fossé, recroquevillé sous une pluie battante. Dès les premiers jours, il avait vu dans ses yeux ambrés quelque chose de rare, une intelligence acérée et une loyauté brute. Ce chien a un don, disait souvent chef Marvin Doyle, directeur de la police de Maplewood, un homme au ventre proéminent et au regard bienveillant, ami de Connor depuis le lycée. Il savait que Ranger n'était pas comme les autres, pas plus que son maître d'ailleurs. À l'autre bout du parc, Emily Rod, 7 ans, attendait patiemment qu'on termine de lui peindre un papillon sur la joue. Petite, frêle, avec de longs cheveux blonds, elle parlait rarement plus fort qu'un murmure en raison de son autisme léger. Mais avec les animaux, c'était différent. Les chiens surtout, ils l'apaisaient. Sa mère, Lindsay, luttait encore pour trouver un équilibre depuis la mort de son mari, militaire tombé en mission. Ces derniers mois, ses combats personnels avaient plongé Emily dans un isolement inquiétant. En retrait, un homme observait la scène. Nathan Rod, 42 ans, frère de Lindsay. Il ressemblait beaucoup à sa sœur, mais son regard était plus dur, plus déterminé. Il était revenu en ville après des années d'absence, mais peu le reconnaissaient. Autrefois capitaine de l'équipe de football du lycée, il avait été l'enfant prodige de Maplewood. Nul n'aurait pu prévoir que c'est ce jour-là, au beau milieu de cette fête de quartier, que leur vie allait se heurter avec une telle violence. Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir aujourd'hui est le fruit de plus de 2000 heures d'entraînement spécialisé, annonça Connor, sa voix résonnant au-dessus des conversations et des rires d'enfants. Ranger est l'un des 8 chiens de l'État certifiés à la fois pour l'interception de suspects et la détection de stupéfiants. Autour de lui, des familles se pressaient contre le ruban jaune, impatientes de voir le chien à l'œuvre. Le chef Doyle, bras croisés, arborait un sourire de fierté. Il comprend plus de 40 commandes verbales et 15 signaux manuels, poursuivit Connor. Mais surtout,
Il comprend son devoir. Alors qu'il parlait, son esprit revint brièvement à ce jour d'été où il avait découvert le chiot tremblant dans ce fossé. Le vétérinaire n'avait guère donné d'espoir. Trop maigre, trop faible. Mais Connor avait reconnu cette étincelle dans ses yeux. Un reflet de lui-même, brisé mais déterminé à survivre. Un soir, après quelques verres partagés avec Marvin, il avait avoué « L'armée m'a laissé vide. C'est en entraînant ce chien que j'ai retrouvé un but. » Il n'avait jamais mentionné les cauchemars, ni les nuits où la sueur le réveillait en sursaut, ni la façon dont Ranger se plaçait systématiquement entre lui et la porte pendant les orages. « Officier Jensen !» fit Connor en hochant la tête. Un jeune policier s'avança, enfilant une combinaison matelassée. « Ranger va maintenant vous montrer comment il intercepte un suspect. Observez bien, il n'attaque que sur ordre et il relâche immédiatement. » Ranger exécuta l'exercice à la perfection. Au signal, il bondit sur Jensen avec une précision impressionnante, forçant le policier à terre sans la moindre morsure. À l'ordre « lâche », il recula, reprenant sa position au pied de Connor. « Bon chien », murmura Connor en lui grattant l'oreille. Ranger, impassible, laissa sa queue battre une seule fois, discrètement. Pendant ce temps, Nathan Rod progressait lentement parmi la foule. Son regard ne quittait pas Emily, toujours assise auprès de la bénévole qui terminait de lui peindre le visage. Lindsay avait disparu depuis une vingtaine de minutes, parti vers le parking avec un inconnu. Nathan serra les dents. Cela faisait 2 semaines qu'il surveillait sa nièce à distance, et ce qu'il avait vu l'avait convaincu, sa sœur n'était plus capable d'assurer seule. La veille, il avait croisé la maison familiale tard dans la nuit. Emily était dehors, seule, enfermée hors de chez elle, c'en était trop. Il avait pris sa décision. Dans sa poche, un tissu imbibé d'une infime quantité de chloroforme, juste assez pour l'endormir le temps du trajet jusqu'à son chalet, au nord du Tennessee. Les papiers de demande de garde étaient restés à moitié remplis sur le lit de son motel. Il avait voulu faire les choses légalement, mais la justice ne bougeait pas assez vite. Juste le temps que Lindsay se soigne, murmura-t-il. Le système n'agira pas à temps. De retour dans l'ère de démonstration, Connor expliquait aux spectateurs fascinés les capacités de détection de Ranger. Un chien peut sentir jusqu'à 40 fois mieux qu'un humain, expliqua-t-il, sa voix posée résonnant entre les arbres. Ranger peut détecter les stupéfiants, les explosifs, et même certaines affections médicales. Ce qu'il ne disait pas, c'était que parfois, le flair de son compagnon allait au-delà de toute logique rationnelle. Il se souvenait de cette randonneuse inconsciente retrouvée au milieu de nulle part, bien loin de la zone de recherche, ou de ces nuits de tempête où le chien restait éveillé à ses pieds, comme s'il pressentait les souvenirs douloureux remontant d'Afghanistan. Ce lien entre le maître et le chien repose sur une confiance absolue, poursuivit Connor. Ranger me fait confiance pour ne jamais le mettre en danger inutilement. Et moi, je lui fais confiance pour obéir à chaque ordre, sans la moindre hésitation. À peine ces mots prononcés, quelque chose changea. Ranger se redressa légèrement, son corps figé, oreilles dressées, museau haut levé, captant une odeur imperceptible pour tous les autres. Connor, alerté par la tension soudaine dans la posture de son partenaire, siffla doucement « Ranger, concentration !» Mais le chien n'obéit pas. Pour la première fois de la journée, il ne répondit pas. Un grondement sourd s'éleva de sa poitrine et ses yeux se figèrent sur une silhouette au loin. Nathan Rod, avançant d'un pas déterminé à travers la foule, l'enfant dans les bras. Emily, son visage peint d'un papillon maintenant froissé contre l'épaule de son oncle, semblait inerte, comme endormie. De loin, l'image pouvait tromper. Un père portant sa fille fatiguée vers la voiture, mais Ranger sentait ce que personne ne pouvait deviner. Il détectait l'odeur chimique âcre du chloroforme, mélangée à quelque chose d'autre, l'odeur métallique de la peur, le rythme cardiaque de l'homme, rapide, et celui de l'enfant, trop faible. « Ranger, reste !» ordonna Connor, la voix plus tranchante, sentant la tension dans le chien atteindre son paroxysme. Il savait que quelque chose n'allait pas. Mais interrompre une démonstration officielle, ce n'était pas envisageable, pas sans preuve, pas sans comprendre. Le conflit intérieur se manifestait dans chaque muscle du berger allemand. Il tremblait légèrement, partagé entre des années de discipline et un instinct protecteur irrépressible. Alors que Nathan s'approchait du parking, traversant la dernière rangée de famille, le bras de la fillette glissa et pendit dans le vide. Son angle était anormal, trop raide, trop lourd. Aucun enfant endormi ne tiendrait ainsi. Ranger se mit à grogner plus fort, et cette fois, il ne put retenir son instinct.
Dans un mélange de grondements et d'aboiements, il bondit en avant avec une force telle que sa laisse céda d'un coup sec, comme si elle n'avait été qu'un simple fil. « Rangez, non !» hurla Connor, paniqué. Mais c'était trop tard. Le chien fendit la foule comme un éclair, ses pattes martelant l'herbe, les familles s'écartant dans un fracas de cris et de confusion. Chef Doyle, stupéfait, avança d'un pas. « Connor, bon sang, que se passe-t-il » Mais Connor courait déjà derrière son chien, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu Ranger agir ainsi, pas même une fois. En 27 ans, jamais un de ses chiens n'avait rompu une commande en public. Et pourtant, il le savait. Au fond de lui, il le savait. Quelque chose de grave se préparait. Ranger fonçait droit vers Nathan qui atteignait d'une berline bleue garée à l'extrémité du lotissement. En se retournant, l'homme vit les 40 kilos de muscles lancés sur lui, croc découvert. Il serra Emily contre lui, fouilla ses poches à la hâte, fit tomber ses clés et dans la panique, laissa échapper le tissu imbibé de chloroforme dont l'odeur devenait maintenant perceptible, même pour les humains. Ce moment de panique lui coûta cher. Ranger réduisit la distance, bondissant avec une précision digne des entraînements les plus rigoureux. Mais il ne visa ni le cou, ni le visage. Non, il agrippa l'avant-bras de Nathan, celui qui tenait l'enfant, y enfonçant ses crocs de manière calculée, afin d'obliger l'homme à relâcher sa prise sans blesser la fillette. Le hurlement de Nathan fendit l'air. « Il m'attaque, je n'ai rien fait !» Emily glissa lentement hors de ses bras. Connor arriva juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne heurte le bitume. Lorsqu'il sentit le poids de l'enfant contre lui, un frisson glacé le parcourut. Sa respiration était faible, rapide mais irrégulière, et déjà des plaques rouges apparaissaient sur son cou, ses poignets, des signes d'une réaction allergique, grave. « Appelez une ambulance immédiatement !» cria-t-il, se tournant vers les officiers arrivés en renfort. 2 d'entre eux, pistolets sortis, se figèrent devant la scène chaotique. « Armes en bas !» ordonna Connor, sa voix militaire reprenant le dessus. « Le suspect est maîtrisé. L'enfant a besoin d'aide urgente. » Chef Doyle fendit la foule, le visage empourpré. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Whitmore ?» Mais Connor ne répondit pas tout de suite. Ranger, toujours cramponné à l'avant-bras de Nathan, ne l'avait pas blessé gravement mais n'avait aucune intention de lâcher. Pas sans ordre. Son regard restait fixé, implacable. « Monsieur, cet homme a drogué l'enfant. Elle fait une réaction allergique. Il faut la soigner immédiatement, » expliqua Connor, montrant le tissu tombé au sol. « C'est faux, c'est ma nièce. Sa mère est toxicomane, je voulais juste la sauver, » cria Nathan. Une femme dans la foule s'avança. « Je connais cette fillette. Elle vient à l'église avec sa mère. Cet homme n'est pas son père. » Chef Doyle ne perdit pas une seconde. Soupçon d'enlèvement et usage de substances toxiques. Appelez les urgences. Comme s'il comprenait enfin que la situation était sous contrôle, Ranger desserra lentement sa prise tout en restant aux aguets. Connor posa Emily au sol doucement, sa main tremblante vérifiant son pouls. Les ambulanciers arrivèrent quelques instants plus tard. « Réaction anaphylactique sévère », déclara l'un d'eux après un rapide examen. « On doit partir tout de suite. Si elle était restée inconsciente encore quelques minutes, elle n'aurait pas survécu. » Connor sentit une boule dans sa gorge. Ranger n'avait pas seulement rompu une commande, il avait sauvé une vie. Les agents avaient maintenant menotté Nathan Rhodes, qui ne cessait de protester pendant qu'on le poussait vers une voiture de patrouille. « Vous ne comprenez pas, je voulais la sauver. Sa mère est incapable de s'occuper d'elle, elle se drogue, mais personne ne l'écoutait plus. » Son bras saignait légèrement là où les crocs de Ranger avaient pénétré, et sa voix se noyait dans le chaos encore présent sur les lieux. Les techniciens de scène de crime s'activaient déjà, en sachant le tissu imprégné de chloroforme, prenant les témoignages des parents traumatisés. Connor, lui, restait immobile, rangé assis à ses pieds, comme s'il n'avait jamais bougé, le museau encore légèrement taché de sang, les yeux clairs et attentifs. Tout dans son attitude disait « mission accomplie ». Pourtant, Connor sentait bien que rien n'était encore terminé. Pas vraiment. « Lâche-le, Ranger !» ordonna-t-il enfin. Le chien obéit immédiatement, relâchant la pression sur le bras du suspect et revenant à sa position de base, comme s'il reprenait son rôle de chien policier modèle. Chef Doyle le rejoignit, le visage fermé. « Connor, je dois te dire que dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu un truc pareil. Ton chien a désobéi à des ordres clairs. En public, en pleine démonstration. Tu sais ce que ça signifie. » Connor hocha la tête, sa main se posant doucement sur la tête de son compagnon. « Oui, monsieur, je le sais. » Et malgré la tension,
Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté brûlante dans sa poitrine. Dans le protocole des unités K9, la désobéissance n'est pas une simple faute, c'est une rupture. Un chien qui agit de son propre chef sans attendre l'ordre du maître est considéré comme dangereux, imprévisible. Même si, dans ce cas précis, ce geste avait sauvé une vie. Connor le savait. Ranger serait suspendu. Il devrait être évalué, isolé, peut-être même retiré du service. C'était le prix à payer pour avoir écouté son instinct. « Demain matin, dans mon bureau. Ne sois pas en retard », ajouta Doyle avant de s'éloigner, l'air grave. Connor s'agenouilla doucement face à son chien, le regard dans ses yeux ambrés. Il y vit tout, sauf du remords. Il y vit une certitude, une vérité instinctive que l'entraînement n'avait jamais pu écraser. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon grand », murmura-t-il, même si ça devait tout remettre en question. L'officier Jensen approcha prudemment. « Ils veulent que tu accompagnes l'enfant à l'hôpital. Tu étais le premier intervenant et ils ont besoin de ta déposition. » Connor acquiesça. Il attacha une nouvelle laisse à Ranger, mais son cœur se serra. Et lui, Jensen parut mal à l'aise. Le chef dit qu'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il doit être transféré au centre K9 pour une évaluation complète. L'idée de laisser Ranger seul dans une cage froide après ce qu'il venait d'accomplir était insupportable. Mais Connor connaissait le système. Il savait qu'il n'aurait pas le droit à une exception. « Laisse-moi juste une minute avec lui. » Jensen s'éloigna. Connor se pencha vers son compagnon. « Je ne sais pas ce que tu as senti, mais je te fais confiance. On va s'en sortir, ensemble. » Ranger appuya doucement son museau contre la paume de sa main. Ce geste simple, ce contact, suffisait à faire tenir Connor depuis des années. C'était sa boussole, sa ligne de survie. Quelques heures plus tard, à l'hôpital général de Wellington, Connor attendait, assis dans une salle d'attente au carrelage gris et à l'éclairage clinique. Le gobelet de café que lui tendit Jensen était tiède, amer, imbuvable. Mais il le prit quand même. « Merci. Des nouvelles de la petite ?» demanda-t-il. Jensen secoua la tête. « Elle est encore avec les médecins. » La réaction allergique a été sévère. Elle est encore sous surveillance. Connor ferma les yeux, les images revenant en boucle dans sa tête. La rupture de Ranger, la course, le cri, le tissu au sol, l'odeur insoutenable du chloroforme, le corps fragile de l'enfant dans ses bras. Et surtout, ce moment précis où son chien avait agi, où il avait vu ce que Connor lui-même n'avait pas vu, ce que personne n'avait vu. L'oncle a engagé un avocat, ajouta Jensen. Il affirme qu'il essayait de la sauver, que sa sœur est droguée, négligente, et que personne ne fait rien. Connor ne répondit pas. Ce n'était pas à lui de juger. Mais cette affaire le troublait. Trop de zones grises, trop de souffrance autour d'une seule enfant. Une silhouette s'approcha. Une femme en blouse bleue, un badge accroché à la poche. « Officier Whitmore, je suis Dr Linley. Je supervise l'état d'Emily Rhodes. » Connor se leva aussitôt. « Elle va s'en sortir ?» La médecin hocha lentement la tête. Elle est stable, mais son corps a subi un choc. Réaction allergique, sévère au chloroforme, aggravée par une sous-alimentation manifeste. Si elle était restée inconsciente quelques minutes de plus, l'issue aurait été très différente. Connor sentit un vertige le gagner. Ranger, il avait agi à temps, encore une fois. « Il y a autre chose », reprit la docteure. « Durant notre examen, nous avons observé des signes de négligence chronique, carence nutritionnelle, infection non traitée, rythme de sommeil irrégulier. Nous avons alerté les services de protection de l'enfance. » Connor ferma les yeux. Cette affaire devenait de plus en plus complexe. Peut-être que l'oncle disait vrai, en partie. Peut-être que tout le monde, même dans ses erreurs, tentait de sauver cette petite à sa manière. Et la mère ? Elle est en route, interpellée à son domicile. Mais d'après les agents, elle n'était pas en état de conduire. Jensen échangea un regard avec Connor. Le puzzle prenait forme. Et il n'était pas beau à voir. Plus tard dans la soirée, alors que la lumière de l'hôpital se reflétait sur les vitres sombres, Connor reçut un message de Marvin Doyle. « Le chien va bien, il est chez moi. Ma femme lui a servi son rôti. Tu passas à 9h demain pour la réunion, dors un peu. » Un mince sourire étira les lèvres de Connor. Ranger, même suspendu, avait déjà conquis une nouvelle alliée. Bien sûr qu'il avait charmé la femme du chef. Il faisait ça avec tout le monde. Un bruit de dispute attira son attention. À l'entrée, une femme amaigrie, les cheveux en bataille, se battait avec les agents de sécurité pour entrer. « Je suis sa mère, laissez-moi la voir. » Connor la reconnut aussitôt. Lindsay Rhodes. Il s'approche doucement, main visible. « Madame Rhodes, je suis l'agent Whitmore. C'est moi qui ai trouvé votre fille. »
Elle se tourna vers lui, les yeux rougis, le maquillage effacé par les larmes. « Qu'est-ce que vous voulez dire par trouver ?» Bobby la gardait pendant que je faisais des courses. Les deux policiers échangèrent un regard. Elle ne semblait pas consciente de ce qui s'était passé. Ou alors, elle refusait de le voir. Connor parla doucement. « Votre frère a tenté de quitter la ville avec elle. Il l'a endormie avec un produit qui a déclenché une réaction allergique. Elle est prise en charge, mais elle était en danger. » Le visage de Lindsay se brisa, littéralement. Les larmes coulèrent de sang retenu. « Non, pas Bobby. Il n'aurait pas... » Elle chancela, s'appuyant contre le mur. « Je veux voir ma fille. Elle est encore en observation. Mais si vous le souhaitez, on peut s'asseoir un moment. » À la surprise de Connor, elle accepta. De près, les signes étaient clairs, les tremblements, la pâleur, les pupilles dilatées. Elle n'allait pas bien. Et pourtant, sous cette détresse, il percevait autre chose, une sincérité, une douleur profonde. « Bobby essaye de me prendre ma fille depuis des mois, dit-elle à mi-voix. Il dit que je suis comme maman, que je suis une toxico incapable, je fais de mon mieux. Je jure que je fais de mon mieux. » Connor l'écouta en silence. Il connaissait ce ton. Il l'avait entendu chez les vétérans traumatisés, chez ceux qui avaient perdu pied, mais n'avaient pas cessé de lutter. Et quelque chose en lui, au fond, commença à se demander si tout cela, malgré la douleur, n'était pas une occasion, une faille dans le système, une chance pour tout recommencer. Lindsay fixait le sol, ses mains crispées sur le tissu froissé de sa veste. De près, Connor distinguait les marques d'aiguilles à peine cicatrisées sur l'intérieur de ses bras, dissimulées tant bien que mal. Elle semblait prise au piège entre deux versions d'elle-même, celle qu'elle voulait être et celle qu'elle était devenue. « J'essaie, je me bats », souffla-t-elle. « J'ai été propre le mois dernier, mais hier, c'était l'anniversaire de la mort de Mark. J'ai juste voulu faire taire le vide une seule soirée. » Elle étouffa un sanglot dans sa manche, incapable d'en dire plus. Connor ne répondit pas tout de suite. Il laissa planer un silence doux, pesé. Il savait lui aussi ce que c'était de vouloir faire taire ce qui hurle à l'intérieur. « Mark était dans les Marines, non ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. Il montra du menton le bracelet métallique à son poignet, un mémorial. 3e bataillon, province de Cunard, IED. Émilie avait 4 ans. Elle le dit comme si elle récitait un passage appris par cœur, un souvenir qui s'était cristallisé dans sa gorge. Connor acquiesça lentement. « J'étais dans l'armée aussi, 20 ans. Je sais ce que ça fait de revenir et que rien ne soit pareil. » Lindsay le regarda avec plus d'attention. Le ton avait changé. Ce n'était plus un agent de police en face d'elle, c'était un homme cabossé, qui reconnaissait les morceaux brisés chez les autres. « J'aurais dû demander de l'aide plus tôt, » admit-elle. « Mais j'avais peur qu'on me prenne ma fille. Peur d'admettre que je n'étais plus assez forte. » Elle inspira profondément. Bobby disait qu'il allait agir si je continuais comme ça. Je pensais qu'il bluffait. À ce moment-là, une femme en tailleur gris approcha, badge visible, Madame Karen Elswick, assistante sociale de la protection de l'enfance. « Madame Rhodes, je vais devoir vous parler de la situation de votre fille. En privé. » Le visage de Lindsay se referma immédiatement. « Vous n'allez pas me l'enlever. Je ne suis pas un monstre. » Connor se leva doucement. « Laissez-lui une chance de s'expliquer. Elle est cela, c'est déjà un début. » Elswick hocha la tête sans dire un mot, invitant Lindsay à la suivre. Elle s'éloigna à petits pas, tremblante mais droite, comme si elle marchait vers son propre procès. Connor resta seul, son regard se posant sur l'hôpital encore agité. Il sortit son téléphone. Une nouvelle notification, mise en congé administratif. Agent Connor Whitmore. La procédure avait commencé. La machine était lancée. Ranger et lui étaient officiellement suspendus. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le système n'allait pas les protéger. Il allait falloir se battre pour ce chien, comme lui s'était battu pour l'enfant. Il était près de minuit quand la docteure Linley revint. Elle avait l'air éreintée, mais son regard s'adoucit en s'adressant à lui. Émilie s'est réveillée, elle a demandé « Le chien ?» Elle dit que c'est lui qui l'a sauvé. Elle veut le remercier. Connor sentit un élan étrange l'envahir, une émotion qui lui brûla la poitrine. « Elle a vraiment dit ça ? » « Oui !» Elle répète que le chien a senti le mauvais monsieur et que le drap qui pue l'empêchait de respirer. Connor acquiesça. Il avait besoin de l'entendre de sa bouche. Il suivit la docteure dans le couloir, passant devant les chambres plongées dans la pénombre. La porte de celle d'Émilie était décorée d'un dessin d'enfant collé par une infirmière, un chien sous un arc-en-ciel. À l'intérieur, Émilie était allongée sur le lit, un ours en peluche contre elle, son visage pâle encore marqué par la fatigue, mais ses yeux bleus ouverts, curieux. À côté d'elle, l'assistante sociale tapait sur sa tablette, concentrée.
Emily, dit doucement la docteure, voici l'officier Whitmore, c'est lui qui travaille avec Ranger. La fillette le regarda attentivement. Sa voix, quand elle parla, n'était qu'un souffle. Il est où? Connor s'approcha, prenant soin de ne pas l'effrayer. Ranger se repose pour l'instant, il est très fatigué. Mais il m'a demandé de venir prendre de tes nouvelles. Il marqua une pause. Il sait que tu es en sécurité maintenant. Emily hocha la tête, ses petits doigts serrant plus fort son ours. Il savait. Le monsieur, je voulais pas partir avec lui. J'ai dit non. Mais il a dit que maman lui avait dit oui, puis il a mis le drap. J'arrivais plus à respirer. Ça a piqué partout. Connor s'agenouilla lentement. Tu as très bien fait de dire non. Et Ranger, il a compris que quelque chose n'allait pas. Il t'a protégé. Elle leva les yeux vers lui, intensément. Je suis allergique. Une fois, c'est après une opération, j'ai eu du mauvais sommeil. Le docteur a dit que mon corps ne supporte pas les médicaments pour dormir. Et tout se connecta. Max n'avait pas seulement senti le chloroforme. Il avait détecté l'allergie et les premières marques d'un choc anaphylactique. Ce n'était pas une désobéissance. C'était une réponse instinctive à une urgence vitale. Connor sentit sa gorge se nouer. Il avait toujours cru en Ranger, mais cette certitude venait de prendre une ampleur nouvelle. Ce chien n'avait pas seulement perçu un danger, il avait senti une mort imminente. « Tu veux lui dire quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Dis-lui merci, et qu'il est un très bon chien, le meilleur de tous. » Connor sourit doucement. « Je lui dirai, il sera très fier. » En sortant de la chambre, Connor tomba nez à nez avec Nathan Rhodes, désormais flanqué de 2 agents. Son bras gauche bandé, les traits m'étirés. Il n'essayait même plus de fuir. Il avait l'air vidé. « Ils vont me mettre en prison, souffla-t-il. Mais je veux que vous sachiez, je pensais vraiment faire le bon choix. Ma sœur, elle va se tuer, et elle va entraîner Emily avec elle. J'ai agi trop tard, et mal, mais je ne suis pas un monstre. » Connor le regarda en silence. Le discours était sincère, déchirant, mais pas justifiable. Vous avez presque tué votre nièce en lui administrant une substance à laquelle elle est gravement allergique. Le visage de Nathan se décomposa. Je ne savais pas. Personne ne me l'a jamais dit. Connor ne répondit pas. Les 2 policiers emmenèrent l'oncle. Mais les mots restèrent. Ils le suivirent dans les couloirs jusqu'à ce qu'il rejoigne enfin l'extérieur. Dehors, l'aube commençait à poindre. Le lendemain matin, le centre K9 de la ville était silencieux. Connor gara sa voiture derrière le commissariat. D'ordinaire, entendre les chiens en entraînement le mettait en confiance. Mais aujourd'hui, ce silence lourd avait un goût d'adieu. Dans le bureau de chef Doyle, les stores étaient encore tirés. L'homme l'attendait, tasse de café à la main. « C'est un sacré bazar, Whitmore. » Connor se contenta d'un « oui, monsieur ». L'instinct militaire avait repris le dessus. La gamine aurait pu mourir selon les médecins. Réaction avancée. Max a flairé le danger avant même les premiers signes visibles. « Oui, monsieur. » Doyle soupira. Ça ne change pas le fait qu'il a désobéi. En plein événement public, avec des familles autour. Connor baissa les yeux. Il le savait. Les autres membres du conseil sont frileux. Tu sais comme moi ce qui s'est passé à Hamilton l'an dernier. 2 chiens hors de contrôle, plainte à 6 chiffres. Connor acquiesça. Mais ce n'est pas pareil. Je suis d'accord, mais il va falloir le leur prouver. Et tu n'as pas beaucoup de temps. Dans la voiture, sur le chemin pour aller chercher Ranger chez le chef, Connor construisait déjà sa défense. Il allait falloir leur démontrer que Max n'était pas un chien dangereux, qu'il était au contraire exceptionnel, et qu'il avait su détecter l'indétectable. Il jeta un œil dans le rétro. Une pensée s'imposa, simple et limpide. Ce chien avait agi là où lui, en Afghanistan, n'avait pas osé. Et peut-être que cette désobéissance n'était pas une faute. Peut-être c'était une forme de rédemption. Chez Marvin Doyle, l'odeur du café frais flottait encore dans l'air quand Connor frappa à la porte arrière. C'est sa femme, Hélène, qui ouvrit, le visage radouci par un sourire timide. Il est dans le jardin. Il n'a pas bougé de la terrasse depuis hier soir. Elle lui tendit un sac en papier brun. Jambon rôti, haricots verts, patates douces, il a tout mangé, même léché l'assiette. Connor esquissa un sourire discret. « Merci, Madame Doyle. » Quand il traversa le salon, il vit Ranger allongé en sphinx sur le plancher en bois, la tête levée, les yeux suivant chacun de ses pas. Le chien ne bougea pas, tant qu'il ne l'eut pas atteint. Et alors, dans un simple mouvement doux, il posa sa truffe contre la jambe de Connor. Un contact, une reconnaissance, un lien, Connor s'agenouilla. « Salut, mon vieux, tu m'as manqué. » Ranger poussa un petit gémissement, presque coupable, comme s'il attendait une sanction, un reproche. Mais il n'y eut rien de tel.
Seulement une caresse sur la tête, un silence partagé. Puis Connor se releva lentement. « Allez, viens, on a du travail. » Le centre administratif de la police de Riverside ressemblait à tous les autres. Couloir beige, affiches de motivation sur les murs et un air conditionné qui craquait dans les plafonds. Mais ce matin-là, dans la salle du comité d'évaluation K9, l'atmosphère était plus tendue que d'habitude. 3 membres du comité siégeaient derrière une table, Madame Lauren Bates, inspectrice des affaires internes, Monsieur Calvin Merrick, ancien maître chien aujourd'hui conseiller juridique, et Dr Stephen Renshaw, vétérinaire comportementaliste. Connor se tenait droit, les mains croisées, Max assis à ses pieds. Ce dernier portait une muselière réglementaire, protocole standard en cas de suspicion de désobéissance agressive. Pourtant, sa posture n'avait rien d'une menace. Calme, centré, en alerte mais docile. Madame Bates commença « Officier Whitmore, selon les rapports, votre chien K9 a rompu une commande directe en plein exercice public. Confirmez-vous cette désobéissance ?» Connor répondit sans détour « Oui, madame, il a quitté son poste sans ordre de ma part. Et pourtant, vous êtes ici à plaider pour sa réintégration. Expliquez-vous. » Il prit une respiration lente. Ranger n'a pas désobéi. Il a détecté une urgence vitale. Une fillette était en train de subir une réaction allergique grave à une substance chimique. Aucun humain n'avait encore identifié la menace. Lui, si. Monsieur Merrick intervint. Mais cela ne justifie pas une rupture de commande. L'obéissance absolue est la base même de notre unité. Vous le savez. Connor hocha la tête. Je le sais. Mais je vous demande ceci, et si ce que nous appelons désobéissance était en fait la forme la plus élevée de discernement? Ranger n'a pas attaqué. Il n'a pas mordu au hasard. Il a neutralisé une menace avec un contrôle exemplaire. Il a protégé une enfant. Il a détecté un produit chimique auquel elle était gravement allergique. Les médecins l'ont confirmé. Dr Renshaw se pencha en avant. Vous insinuez que votre chien a détecté non seulement le chloroforme, mais également la réaction allergique avant même les signes visibles. Connor le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas la première fois que ce chien anticipe ce que nous ne voyons pas. Il a déjà identifié des cas d'épilepsie silencieuse, des montées de fièvre et même un début de crise cardiaque sur un ancien pompier. Nous avons oublié que ces chiens n'obéissent pas uniquement à nos mots, ils répondent aussi à la vie. Un silence s'installa. Puis Madame Bates reprit « Et que proposez-vous? Une exception au règlement? Un chien autorisé à désobéir s'il sent qu'il a raison ?» Connor serra les dents. « Je ne propose pas de rendre la désobéissance acceptable. Je demande qu'on reconnaisse que dans ce cas précis, l'instinct de Max a sauvé une vie. Et que le punir pour ça reviendrait à condamner ce qu'il y a de plus pur dans notre partenariat avec ces animaux, leur capacité à nous dépasser. » Monsieur Merrick hocha lentement la tête. Puis après un instant, la voix de la vétérinaire résonna. « Je demande à pouvoir observer le chien sur 3 jours. Test de contrôle, réaction aux ordres, interaction avec des enfants. » Connor accepta. « Je viendrai chaque jour ?»« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Renshaw. « Nous voulons l'évaluer indépendamment. » La muselière sembla peser plus lourd d'un coup. Ranger ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Il attendait simplement qu'on lui demande à nouveau de protéger, comme il l'avait toujours fait. Pendant les jours suivants, Connor retourna chez lui sans son compagnon. La maison paraissait vide. Chaque bruit semblait trop fort, chaque silence trop long. Il n'y avait plus de pattes contre le sol, plus de respiration tranquille dans le coin du canapé. Il n'y avait plus de présence, seulement l'absence. Il s'occupait comme il pouvait, nettoyage de son vieux fusil de chasse, tri des médailles militaires, lessive en retard, mais rien n'y faisait. Il jetait un œil à la laisse accrochée près de la porte comme à une promesse brisée. Le 3e jour, le téléphone sonna. C'était Madame Bates. « L'évaluation est terminée. Nous avons délibéré. Vous êtes attendu demain à 14 h. Connor ne dormit presque pas cette nuit-là. Le jour suivant, dans une salle encore plus froide que la première, le verdict tomba. Officier Whitmore, déclara Madame Bates, après examen des circonstances, observation du comportement de l'animal et lecture des rapports médicaux, nous avons statué. Votre chien K9, Max, dit Ranger, a agi en rupture de protocole mais dans un contexte exceptionnel. Elle marqua une pause. Connor retint son souffle. Le comité recommande sa réintégration sous condition d'un suivi comportemental mensuel pendant 6 mois. Il ne sera pas affecté à des missions publiques durant cette période, mais pourra reprendre le service sous votre commandement. Connor sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il se retint de sourire trop vite. Et une dernière chose, ajouta Monsieur Merrick, ne le muselez plus, il mérite mieux. Connor hocha la tête.
Ranger fut autorisé à entrer. Quand il franchit la porte, le chien se jeta presque sur lui, silencieux mais vibrant. Connor s'agenouilla aussitôt. « On rentre à la maison, partenaire. » Le retour à la maison fut silencieux, mais porteur d'une paix rare. Ranger avait repris sa place à l'arrière du véhicule, assis droit, observant le monde défiler par la fenêtre. Et Connor, au volant, n'avait pas besoin de parler. Il savait que tout ce qu'ils avaient traversé ensemble avait scellé entre eux un lien indestructible, au-delà du protocole, au-delà même de l'entraînement. C'était une confiance brute, instinctive, la même qui les avait maintenus en vie à l'étranger, la même qui avait sauvé une petite fille à Riverside. Une fois chez lui, Connor détacha la laisse. Ranger fit quelques pas, s'arrêta devant la baie vitrée, puis se retourna comme s'il demandait « Et maintenant ?» Connor haussa les épaules, un sourire en coin. « Maintenant, on attend de voir ce que la vie nous réserve. » Mais la vie, justement, ne tarda pas à frapper de nouveau à la porte. 3 jours plus tard, alors que Connor commençait enfin à reprendre une routine. Jogging le matin, entraînement léger dans le jardin avec Ranger, café un peu trop fort. Un appel inattendu bouleversa la tranquillité retrouvée. C'était l'assistante sociale, Madame Elswick. « Officier Whitmore, je me permets de vous contacter directement parce que, l'affaire Rhodes a évolué de manière délicate. » Connor se redressa aussitôt. « Que se passe-t-il » Lindsay Rhodes a accepté d'entrer dans un programme de désintoxication encadré, volontairement. Mais sa fille, Emily, refuse catégoriquement de rester dans le centre d'accueil prévu. Elle demande à voir votre chien. Elle répète que Max est le seul en qui elle ait confiance. Connor sentit sa gorge se serrer. « Vous voulez que j'intervienne ? Je ne suis pas autorisé à vous le demander formellement. Mais en tant qu'intervenant principal dans le dossier, votre présence pourrait apaiser la situation. » Il raccrocha, réfléchit quelques secondes, puis appela Ranger d'un sifflement bref. Le chien accourut immédiatement. Connor s'agenouilla à sa hauteur. « On doit aider quelqu'un encore, tu es prêt ?» Ranger remua doucement la queue. Il était toujours prêt. Le centre d'accueil pour mineurs se situait à une 20aine de minutes de là, au bord d'un vieux quartier résidentiel. Un bâtiment de briques de rouge, austère, bordé de pelouse terne et de bancs en fer rouillé. Lorsque Connor arriva, il fut escorté par une éducatrice jusqu'à une petite salle de jeu. Là au fond, recroquevillée sur une chaise trop grande pour elle, se trouvait Emily. Elle ne leva pas les yeux quand il entra, mais ses mains cessèrent de trembler lorsqu'il prononça doucement « J'ai amené ton ami ». Ranger s'approcha prudemment, sans précipitation, comme s'il sentait la fragilité de la scène. Il posa délicatement sa tête contre les genoux de la fillette. Ce fut immédiat. Les larmes qu'elle retenait depuis des heures coulèrent d'un seul coup. Elle se pencha vers le chien, l'entoura de ses bras minces et enfouit son visage dans son pelage. Aucun mot, aucun son. Juste le silence et la respiration rythmée du chien qui ne bougeait pas. Connor s'agenouilla à côté d'elle. « Tu n'es pas seule, Emily. Max est là, et moi aussi, si tu veux. » Elle hocha la tête sans relever les yeux. « Je veux pas retourner avec ma maman. Je sais qu'elle m'aime, mais c'est comme si son cœur était vide. Et moi, j'ai peur d'être aspiré dedans. » Cette phrase frappa Connor comme un coup dans la poitrine. Il reconnaissait cette sensation. Il avait vu ce vide dans les yeux de soldats, dans les regards perdus de ceux qui avaient tout donné et tout perdu. Il comprenait trop bien. « Tu n'as pas à décider tout de suite, dit-il doucement. Mais sache une chose, tu mérites d'être aimé et protégé. Tu n'as rien fait de mal. » Emily leva enfin les yeux. « Je peux rester avec vous ? Avec Max ?» Connor resta silencieux. Il aurait voulu dire oui, mais il savait que la procédure ne le permettrait pas aussi facilement. Et pourtant, une idée germait déjà en lui. Le soir même, il demanda un rendez-vous à Madame Elswick, autour d'un café tiède dans les locaux de la protection de l'enfance, mais il expliqua ce qu'il avait en tête. « Vous voulez devenir tuteur temporaire d'Emily ? Pas seul. J'ai parlé à ma sœur, elle travaille dans l'enseignement spécialisé. Elle est prête à l'accueillir officiellement. Moi, je peux m'occuper d'elle en journée. Elle sera en sécurité. Max sera là. » L'assistante sociale le fixa, sceptique. « Vous savez ce que cela implique ? Engagement moral, visites à domicile, évaluation. Je sais, mais je préfère ça à la voir sombrer dans un centre où elle ne parle à personne, où chaque nuit lui semble un cauchemar. Elle a besoin de continuité, d'un repère. » Madame Elswick resta silencieuse un long moment, tapotant son stylo contre la table. Enfin, elle répondit « On va lancer l'étude. En attendant, elle pourra passer la journée chez vous à titre d'aménagement exceptionnel tant que l'évaluation n'est pas terminée. » Connor se leva, la voix posée,
Merci, je ne vous décevrai pas. Dès le lendemain, Emily arriva chez lui avec un petit sac à dos rose fané et un regard craintif. Ranger l'accueillit comme s'il avait toujours su qu'elle reviendrait. Il alla chercher sa balle préférée et la déposa à ses pieds, que battante. Emily rit doucement. Un son rare, cristallin, fragile. Connor en eut les larmes aux yeux. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un pas vers la lumière. La journée se déroula comme un miracle discret. Emily joua avec Ranger, aida à préparer des cookies avec Helen Doyle, fit même une sieste sur le canapé, la tête sur le flanc du chien. Et pour la première fois depuis longtemps, Connor sentit que cette maison respirait de nouveau, qu'il ne survivait plus simplement au quotidien. Il vivait. Le soir venu, alors qu'il l'installait dans la petite chambre d'amis, Emily murmura « Tu crois qu'un jour, ma maman ira mieux ?» Connor s'assit à côté d'elle. « Je crois que certaines blessures prennent du temps. Mais oui, je pense qu'elle peut guérir. Et toi, tu crois que moi aussi je peux guérir ?» Il prit une longue inspiration. « Je crois que tu es déjà en train de le faire. » Elle se tourna vers lui, la voix endormie. « Max a dit que tu étais comme lui, que t'avais vu des choses trop lourdes pour ton cœur, mais que t'avais tenu bon. » Connor sourit. « Il t'a dit ça, hein ?» Elle hocha la tête. « Il parle pas avec la bouche, mais je l'entends quand même. » Et dans ce demi-sommeil, elle murmura une dernière phrase avant de s'endormir. « C'est pour ça qu'il t'a choisi, parce qu'il savait que t'étais cassé comme lui. » Connor resta là, dans le silence de la pièce, à écouter sa respiration lente et celle de Ranger, fidèle sentinelle au pied du lit. « Oui, pensa-t-il. Peut-être qu'on ne se choisit pas, peut-être qu'on se reconnaît. » Les jours qui suivirent s'enchaînèrent avec une lenteur réconfortante. Pour la première fois depuis des années, Connor sentait qu'il n'était plus simplement un ancien soldat en sursis ou un maître chien en attente de validation. Il devenait autre chose, une sorte d'encre, une base stable pour une enfant qui avait vu trop de chaos. Et Ranger, fidèle à lui-même, semblait comprendre chaque étape de cette nouvelle routine. Il dormait désormais au pied de la chambre d'Emily, refusant de se reposer ailleurs tant qu'elle n'était pas profondément endormie. Il la raccompagnait jusque dans la cuisine le matin et la raccompagnait le soir dans sa chambre. Il ne grognait jamais, mais gardait toujours un œil sur elle, avec une vigilance douce et constante. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas simple autour de la table, macaroni au fromage et petits pois, Emily demanda « Max, il a eu peur ce jour-là » Connor releva les yeux de son assiette. « Peur ? Oui, quand il m'a sauvé. Il avait peur de désobéir ?» La question le prit de court. Il prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Je pense qu'il savait qu'il risquait d'être puni, mais il savait aussi que tu avais besoin de lui. Et Max, il a toujours fait passer les autres avant lui. » Emily hocha lentement la tête. « Alors c'est un peu comme moi quand j'ai dit non à l'oncle Nathan, j'avais peur, mais j'ai dit non quand même. » Connor sentit une émotion sourde monter dans sa poitrine. « C'est exactement ça. Tu as été très courageuse, Emily. » Elle détourna les yeux, mais un sourire discret se dessina sur son visage. Puis, dans un murmure, « Tu crois que ça veut dire que moi aussi je peux être comme Max ?» Il se pencha un peu vers elle. « Je crois que tu es déjà comme lui. Tu as un instinct juste. Tu ressens quand quelque chose cloche et tu agis, même quand c'est dur. » Elle parut apaisée et reprit une bouchée de pâtes. Ranger, couché non loin de là, leva brièvement les yeux vers Connor comme s'il validait ses propos. Il y avait une forme de sagesse dans ce regard, comme si le chien comprenait mieux que quiconque à quel point cet enfant guérissait lentement, mais sûrement. Une semaine plus tard, Connor reçut un appel de Madame Elswick. Elle voulait organiser une réunion avec Lindsay, la mère d'Emily. Elle était en progrès dans son programme de désintoxication et avait demandé à voir sa fille. Connor accepta immédiatement tout en posant des conditions claires. « Je veux que ce soit dans un environnement neutre et que Max soit présent. Il sert de repère à Emily. » La rencontre fut fixée dans une petite salle d'observation du centre. Lindsay entra en premier, les traits tirés mais le regard plus clair, moins embrumé que lors de leur dernière entrevue. Emily arriva ensuite, timidement, les doigts accrochés au collier de Max. Quand elle vit sa mère, elle s'arrêta net. Pas de course dans les bras, pas de cri de joie, juste une immobilité douloureuse. Lindsay se leva lentement. « Salut, ma chérie !» Elle ne s'approcha pas davantage. Elle savait qu'elle avait perdu ce droit, pour l'instant. Emily hocha la tête, mais ne répondit pas. Max s'assit entre elles deux, comme un gardien des émotions, comme un médiateur muet. « Je suis désolé, » dit Lindsay, sa voix à peine audible. « Pour tout, je t'ai laissé seule. J'ai laissé la douleur gagner, mais je veux changer. Pas juste pour toi, mais pour moi aussi. » Emily fronça les sourcils. « Tu dis ça maintenant.
Mais avant, tu disais rien. Tu dormais tout le temps. Tu criais des fois. Et je savais jamais si j'avais fait un truc mal. Chaque mot frappait Lindsay comme une gifle. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle acquiesçait, elle reconnaissait. Je veux que tu sois heureuse, même si c'est pas avec moi tout de suite. Un silence lourd suivit. Puis Émilie murmura « Est-ce que t'as mal au cœur aussi ? Comme moi, parfois ?» Lindsay la regarda droit dans les yeux. « Tout le temps. Mais je vais apprendre à guérir, comme toi. » Ce fut tout. Pas d'effusion, pas de promesse. Mais un premier fil de lien, tendu entre une mère et sa fille, avec un chien en gardien silencieux. Dans les semaines suivantes, Connor continua d'accueillir Émilie au quotidien, mais laissait aussi des plages horaires où Lindsay pouvait la voir dans des conditions encadrées. Et chaque fois, Max était là. À sa manière, il incarnait l'équilibre entre ces deux mondes, l'ancien et le nouveau. Les choses avançaient lentement, mais avec constance. Émilie recommença à aller à l'école, d'abord quelques heures, puis une journée entière. Les enseignants, informés de son parcours, se montrèrent attentifs. Et Ranger, devenu semi-mascotte de l'établissement, l'accompagnait parfois, allongé près de la porte de la classe. Mais c'est lors d'une sortie scolaire que tout faillit basculer. Ce jour-là, une visite était organisée dans un petit musée local. Émilie, accompagnée de son institutrice et d'autres enfants, faisait partie du groupe. Connor avait autorisé Ranger à les suivre exceptionnellement, sur demande de la direction. Il restait près de l'entrée, attaché mais vigilant. À un moment, un homme s'approcha de la grille. Il portait une casquette basse, des lunettes noires, un manteau trop long pour la saison. Ranger redressa aussitôt la tête, puis grogna. Pas un simple grognement d'agacement. Un avertissement clair. L'homme s'éloigna rapidement, mais pas assez vite. Connor, qui attendait dans sa voiture de l'autre côté de la rue, le vit. L'instinct prit le dessus. Il descendit immédiatement, fit un signe discret à un agent de sécurité posté à l'entrée du musée. « Tu l'as vu aussi ?» demanda Connor en désignant l'homme à la casquette. L'agent hocha la tête. Il a demandé si Emily Rod faisait partie du groupe. J'ai trouvé ça bizarre. Connor sentit le sang quitter son visage. Il remonta aussitôt le fil des événements. Cet homme, il ne l'avait jamais vu, mais sa façon de se déplacer, son regard, il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Connor s'élança sans hésiter, traversant la rue à grandes enjambées, les sens en alerte. L'homme venait de tourner au coin de l'avenue adjacente. Il n'y avait pas foule ce matin-là, juste quelques passants et une vieille dame promenant un chien miniature. Connor accéléra le pas, prit l'angle en glissant légèrement sur le trottoir. Il vit la silhouette s'éloigner à vive allure, les épaules basses, les bras tendus le long du corps. Pas un coureur, pas un fuyard au sens classique, mais quelqu'un qui voulait disparaître, immédiatement. « Hé monsieur !» lança Connor. L'homme ne se retourna pas. Connor pressa le pas, mais lorsqu'il atteignit enfin la ruelle, il était vide, comme si la silhouette s'était volatilisée. Juste une porte de service entr'ouverte dans un restaurant désaffecté, un conteneur débordant de cartons et une odeur de friture rance. Rien d'autre. Il s'engagea prudemment, main sur la ceinture, mais ne trouva personne. Seulement cette sensation rampante, insidieuse qu'on l'avait observée. Il revint aussitôt au musée. L'enseignante, alertée, avait regroupé les enfants à l'intérieur. Émilie était blottie contre Ranger, le visage tendu mais calme. Quand elle vit Connor revenir, elle s'élança vers lui. « C'était lui, hein, je l'ai vu, il m'a regardé, comme l'autre fois. » Connor la prit par les épaules. « Tu veux dire, comme ton oncle ?» Elle secoua la tête. « Non, pas lui, l'autre homme, celui de la voiture. Celui qui me regardait au parc il y a longtemps, avant tout ça. » Connor échangea un regard inquiet avec l'enseignante. Ce n'était pas un simple hasard. Il y avait un autre danger, un qui précédait même l'affaire du chloroforme. Il allait devoir creuser plus loin. De retour chez lui ce soir-là, il fouilla les archives en ligne, remonta des signalements de tentatives d'enlèvement dans les environs, chercha les noms liés à l'entourage de Lindsay. Il ne trouva rien de probant. Mais l'idée qu'Emily ait été surveillée avant même le geste de Nathan Rod rouvrait une faille inquiétante, et si tout cela n'était pas un simple acte isolé d'un oncle dépassé? Et si quelqu'un d'autre cherchait cette fillette depuis bien plus longtemps? Connor appela immédiatement Dr. Renshaw. « J'ai besoin de refaire un test de mémoire sensorielle avec Emily. Elle a reconnu quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qu'on n'a jamais identifié. » Le docteur accepta, intrigué. Un rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin. Dans le cabinet, au mur tapissé de photos de chiens en formation, Emily était assise sur une chaise pivotante, Ranger à ses pieds. Elle regardait l'écran sans ciller. Renshaw avait préparé une série de portraits, certains floutés, d'autres nets,
des profils civils, d'anciens délinquants sexuels et quelques visages créés par intelligence artificielle pour tester la réaction émotionnelle. Elle était concentrée, mais au 32e visage, elle tressaillit. « Lui » murmura-t-elle. Connor se pencha. L'image montrait un homme au crâne rasé, cicatrice à la tempe, yeux trop ronds, pas dans les bases locales. Renshaw agrandit la photo. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, pâle. « Il m'a suivi un jour quand j'allais à l'école avec maman. Je voulais lui dire, mais elle écoutait pas. Elle était fatiguée. » Connor sentit une rage froide monter en lui. Ce prédateur avait déjà tenté quelque chose. « Tu sais son nom ? Il t'a parlé ? » ?»« Non, juste, il avait une bague, avec une tête de loup. » Renshaw nota immédiatement. Connor, lui, faisait déjà le lien. Il connaissait ce genre de symbole. Certaines organisations criminelles les utilisaient comme signe de reconnaissance. Pas des gangs classiques, quelque chose de plus structuré, un trafic. Et si ce n'était pas juste une tentative d'enlèvement isolée, et si Emily était ciblée depuis longtemps pour une raison qu'elle-même ignorait? Le lendemain, il fit ce qu'il n'avait pas osé depuis des années. Il appela un ancien camarade du corps des Marines, maintenant agent spécial au FBI, un homme de confiance, Marcus Lane. « Marcus, j'ai besoin de toi. J'ai une fillette qui a été presque enlevée. Le suspect ne correspond à aucun profil local, mais elle l'a reconnu. Et je crois que ça dépasse ce que la police municipale peut gérer. Tu penses à quoi, Connor? Un réseau? Trafic d'enfants? Repérage long? Peut-être même sur plusieurs États. Et ce chien? Il est intervenu juste à temps, mais ce n'était que la surface. Quelqu'un voulait Emily. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Marcus dit « Je vais voir ce que je peux croiser avec notre base de données. Envoie-moi le portrait. Et garde-la en sécurité. » Connor raccrocha. La guerre ne faisait que commencer. Les jours suivants furent tendus. Connor ne laissait plus Emily seule une seconde. Max restait collé à elle, dormant même dans sa chambre. Il sortait rarement sans la voir en visuel. Et lorsque le téléphone sonna enfin 3 jours plus tard, c'était pour confirmer ses pires soupçons. Marcus Lane, à l'autre bout du fil, avait une voix grave. « Ton suspect correspond à un ancien militaire radié pour conduite extrême, James Wilkins. Il a été lié à une structure clandestine dans l'Arizona qui exploitait des enfants pour des réseaux de vidéos illégales. On pensait qu'ils avaient tous été démantelés. Mais Wilkins a disparu depuis 6 mois. Aucun signalement. Tu veux mon avis? Il a changé de plan. Et cette fillette, elle a peut-être vu ou entendu quelque chose sans le savoir. » Connor ferma les yeux. Tout prenait un nouveau sens. Le comportement de Nathan Rhodes, le silence de Lindsay, les peurs inexplicables d'Emily et Max, qui avait flairé le danger ce jour-là, ce n'était pas un simple sauvetage. C'était une opération de survie en terrain miné. Cette nuit-là, Connor ne dormit pas. Il resta assis dans le salon, fusil chargé à portée de main et Ranger à ses pieds. Dehors, le vent soufflait entre les arbres. Dedans, la maison semblait fragile, comme suspendue au bord d'un précipice. Et dans la chambre, Emily dormait profondément, enfin apaisée. Mais autour d'elle, des ombres s'accumulaient. Le pire restait peut-être à venir. Connor ne quitta plus la maison sans avoir vérifié et reverrouillé chaque serrure. Il avait même installé une caméra au-dessus de la porte arrière et une autre près de l'abri de jardin. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Un vieux réflexe de terrain. Et Ranger, bien que calme, était désormais constamment aux aguets. Un bruit trop sec, un frémissement inhabituel sur la clôture, et il se redressait immédiatement, oreilles dressées, prêt à bondir. Emily, elle, ne disait rien, mais elle avait cessé de dessiner des arbres ou des soleils. À présent, ses feuilles de papier se remplissaient de maisons fermées à double tour, de chiens immenses et de silhouettes noires sans visage, postées derrière des fenêtres. Connor ne la corrigeait pas. Il savait que c'était sa façon d'expulser ses angoisses, de donner forme à ce qui l'effrayait encore. Un soir, alors qu'il partageait un chocolat chaud dans le salon, elle brisa le silence d'une voix presque chuchotée. « Tu crois qu'il va revenir ?» Connor la regarda longuement avant de répondre. « Je pense qu'il ne s'attendait pas à trouver un chien comme Max. Ni quelqu'un comme toi. » Elle baissa les yeux. « Et s'il me veut encore ?» Il posa sa main sur la sienne. « Alors il devra passer sur nos corps, et je te promets qu'il n'ira pas plus loin. » Elle hocha lentement la tête et glissa sa main sur le dos de Ranger. « Je suis contente qu'il t'ait choisi. » Il fronça les sourcils. « Qui m'a choisi ?» Elle leva les yeux vers lui. « Max, il t'a choisi toi, pas un autre. Il savait que tu pouvais protéger, même quand t'as peur. » Connor sentit sa gorge se nouer. Elle comprenait mieux que personne. Quelques jours plus tard, un événement inattendu survint.
Marcus Lane débarqua à l'improviste. Il portait un jean froissé, un blouson en cuir fatigué et son badge fédéral attaché à une chaîne autour du cou. Connor lui ouvrit sans un mot, mais le regard qu'il lança en disait long. « Je viens de croiser un signalement à Denver, un homme correspondant à la description de Wilkins. Il essayait d'acheter de faux papiers. Il a utilisé un alias, Frank Winston. C'est un ancien contact d'un réseau qu'on pensait démantelé. Et il avait une adresse temporaire notée sur lui. » Connor fronça les sourcils. « Tu crois qu'il est encore là-bas ?» Marcus secoua la tête. « Trop tard, mais c'est ce qu'il a laissé derrière qui nous intéresse. » Il sortit un petit sachet plastique. Dedans, une photo, abîmée, froissée. On y voyait Emily, âgée de 4 ou 5 ans, sur un manège. Lindsay à ses côtés. Et au fond de l'image, à moitié floutée par le mouvement, un homme qu'on pouvait reconnaître grâce à la cicatrice sur sa tempe. Wilkins. Connor sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Il la suivait depuis des années. Oui. Et il y a un autre détail. Marcus tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Une sorte de confession délirante. Elle est spéciale. Elle voit des choses. Elle a une lumière. Je l'ai vue. Elle est née pour ça. Les autres ne comprennent pas. Mais moi, je sais. Connor referma la lettre d'un geste sec. C'est un malade. Peut-être. Mais un malade organisé. Il n'agit pas seul. Il y a des structures, des relais. On est probablement face à un cercle bien plus large. Connor regarda la fenêtre. Emily jouait avec Ranger dans le jardin, insouciante l'espace d'un instant. « Alors on fait quoi ?» Marcus répondit, on lui tend un piège. Le plan fut simple, en surface. Créer un faux rendez-vous d'adoption dans un centre communautaire en banlieue, diffuser une rumeur cryptée sur les canaux que Wilkins utilisait auparavant, insinuer que l'enfant recherché serait présente pour un transfert discret. Mais en réalité, ce serait une opération d'infiltration avec une équipe du FBI en embuscade, des agents en civil et Max en alerte caché dans un local adjacent. Connor accepta d'y participer à condition qu'Emily ne soit jamais réellement exposée. Elle resterait dans un appartement sécurisé sous surveillance avec une assistante sociale et une équipe armée à proximité. Le jour J, l'équipe se mit en place avant l'aube. Connor portait un uniforme civil faussement négligé, comme s'il était un employé d'entretien. Il tenait la laisse de Max et simulait un air distrait. La salle communautaire était décorée comme pour une réunion banale. Banderole d'accueil, table de présentation, carton de dons. Mais chaque visage dans la pièce appartenait à un agent. À 10h42, la porte s'ouvrit. Wilkins entra. Pas déguisé, pas masqué, juste calme, froid. Il observa la salle puis se dirigea lentement vers une table. Il regarda un faux formulaire de dons, fit semblant de lire, puis ses yeux croisèrent ceux de Connor. Il hésita une fraction de seconde, ce fut suffisant. Max se redressa. Le mouvement qui suivit fut d'une fulgurance animale. Le chien bondit, traversant la pièce en quelques secondes. L'homme tenta de fuir, mais Connor l'avait déjà plaqué au sol. Max, immobile, grognait, les crocs découverts à quelques centimètres du visage de Wilkins. L'arrestation fut propre, rapide, clinique. Wilkins fut menotté, isolé, extrait immédiatement. Et Connor, debout au milieu de la pièce, sentit enfin une tension quitter son corps. Pas la guerre, mais une bataille gagnée. Le lendemain, il annonça la nouvelle à Emily. Elle resta silencieuse un instant, puis demanda doucement « Tu crois que c'est fini maintenant ?» Connor sourit, fatigué. « Non, mais ce chapitre-là est clos, et tant que je serai là, rien ne t'arrivera. » Elle hocha la tête, puis ajouta « Max, il a toujours su que ce type était là. C'est pour ça qu'il me suivait comme une ombre. Il m'avait choisi aussi, pas vrai ?» Connor regarda Ranger qui dormait paisiblement dans un coin. « Oui, il t'avait choisi dès le début. » Le procès de James Wilkins fut lancé en grande pompe, mais Emily n'y participa pas directement. À la demande expresse de Connor et de Madame Elswick, la fillette fut tenue à l'écart de toute audience. Son témoignage, bien que puissant, avait été jugé trop délicat pour être livré en direct. Une déclaration enregistrée, accompagnée du rapport de Dr Renshaw, avait suffi à appuyer les charges. Le jour du verdict, Connor alluma la télévision en sourdine pendant qu'Emily jouait aux cartes sur le tapis du salon avec Ranger couché à côté d'elle, tête posée sur ses pattes. À l'écran, les images montraient Wilkins, menotté, encadré par 2 agents, emmené vers un véhicule blindé. 15 chefs d'inculpation, peine maximale requise, aucune libération anticipée possible. Connor baissa les yeux sur Emily. Elle n'avait rien dit, mais il vit son corps se relâcher, comme si un poids invisible venait de lui être retiré.
Il ne pourra plus jamais te faire de mal, murmura-t-il. Elle ne répondit pas, mais elle étendit la main vers Ranger et lui caressa doucement la tête. Et dans ce geste, tout était dit. Dans les semaines qui suivirent, la maison changea imperceptiblement. L'atmosphère, autrefois tendue et marquée par la méfiance, s'adoucit. Émilie recommença à dessiner des fleurs, des étoiles et des arbres avec des balançoires. Elle rit plus souvent. Elle appelait Connor Monsieur C au début, puis Connor, et finalement, un matin, alors qu'il lui préparait des pancakes, elle dit « Papa ». Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, le cœur serré, incapable de parler. Elle s'était tournée vers lui sans cérémonie, avec cette innocence grave que seuls les enfants blessés possèdent. Comme si, pour elle, ce mot signifiait bien plus que la biologie. Il signifiait la sécurité, la présence, la constance. Il posa la spatule, fit le tour du comptoir et la prit doucement dans ses bras. « Tu peux m'appeler comme tu veux, Émilie, mais je te promets que je ne partirai pas. » Ranger aboya doucement, comme s'il approuvait la scène, puis se recoucha paisible. Un jour, Madame Elswick revint. Elle tenait dans ses mains un dossier épais avec un petit post-it jaune sur la couverture, adoption, approbation finale. Elle le tendit à Connor en souriant. « Félicitations, Monsieur Whitmore. Vous êtes officiellement le tuteur légal d'Émilie. » Il la remercia d'un hochement de tête, mais lorsqu'il referma la porte, il resta figé un instant, le dossier contre sa poitrine. Il était officiellement le père d'une fillette qu'il n'avait pas vue naître, mais qu'il avait appris à aimer plus profondément que tout. Il appela Émilie dans le salon. Elle arriva en courant, Ranger sur ses talons. « Regarde ça », dit-il en lui montrant la couverture du dossier. Elle lut doucement, en déchiffrant les mots, puis leva les yeux vers lui. « Ça veut dire qu'on est une vraie famille ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Elle éclata de rire et se jeta dans ses bras. « Je savais que ça finirait comme ça. Max me l'a dit. » Il rit un peu tremblant. « Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? » Qu'il t'avait choisi parce que t'avais besoin de moi autant que moi de toi. Et qu'il voulait plus qu'on soit seuls. Connor regarda Ranger, toujours impassible, mais dont les yeux semblaient briller d'une lumière presque humaine. Il s'agenouilla à son niveau, posa sa main sur sa tête. « Merci, vieux frère. » Plus tard, un dimanche, alors que le soleil baignait la cuisine d'une lumière dorée, Émilie proposa une idée. Et si on organisait une journée pour remercier Max ? Une vraie cérémonie, comme une remise de médaille. Connor sourit. « Tu veux qu'on lui décerne un prix ? » ?»« Oui. Et qu'on dise à tout le monde ce qu'il a fait. Comme ça, personne ne pourra plus jamais dire qu'il a désobéi. » L'idée le toucha profondément. Il contacta l'ancienne unité K9 avec laquelle il avait travaillé. Ils acceptèrent immédiatement. Une semaine plus tard, dans un petit parc du comté, des vétérans, des agents de police, des familles et des enfants se réunirent pour célébrer Max, Ranger pour l'état civil, le chien qui avait refusé d'obéir pour sauver une enfant en danger. Un petit pupitre fut installé. Émilie lut un discours qu'elle avait préparé elle-même, avec des fautes d'orthographe charmantes et des phrases un peu bancales, mais avec une émotion pure, bouleversante. « Je m'appelais Emily Rhodes, mais aujourd'hui je suis Emily Whitmore. Et si je suis encore là, c'est parce que ce chien a écouté son cœur. » La foule se leva, émue. Connor, debout à ses côtés, sentit les larmes monter, mais il les retint. Ranger portait un petit ruban rouge autour du cou. Il remuait la queue sans comprendre exactement pourquoi tout le monde l'applaudissait, mais heureux d'être entouré de ceux qu'il aimait. Le soir venu, après la fête, ils s'endormirent, tous les trois, dans le salon. Émilie sur le canapé, Connor dans le fauteuil, et Ranger entre les deux. La télévision diffusait un vieux dessin animé en sourdine. La maison était calme, rassurée. Et dans ce silence, une pensée vint à Connor. Il n'avait pas sauvé Émilie, elle l'avait sauvée. Et Max, ce chien autrefois perçu comme incontrôlable, était en réalité celui qui avait tout compris bien avant les humains. Il avait vu la douleur dans leurs regards. Il avait senti les plaies invisibles. Et il avait choisi d'agir, pas par instinct, mais par amour. Les saisons passèrent, doucement, sans heurts. L'hiver laissa place à un printemps doux et lumineux, comme si le monde avait décidé de s'accorder enfin à la paix qu'ils avaient trouvée tous les trois. Connor avait quitté définitivement son emploi de sécurité privée. Il donnait désormais des cours de gestion du stress post-traumatique dans un centre pour vétérans, et Max, ou plutôt Ranger, même si Émilie continuait de l'appeler Max, l'accompagnait chaque jour, devenant peu à peu une mascotte silencieuse et respectée. Les anciens soldats venaient souvent s'asseoir près de lui, sans rien dire, simplement pour sentir sa présence. Un homme qui avait tenté de se suicider 2 ans plus tôt déclara un jour « Je dors mieux quand il est là. Il ne parle pas,
Mais il écoute. Connor savait que ce n'était pas du mysticisme. C'était simplement la vérité brute. Max sentait ce que les autres cachaient et il n'avait jamais eu peur de s'en approcher. Emily, elle, brillait à l'école. Elle avait changé d'établissement, mais gardait toujours dans son sac une photo de Connor et une autre de Ranger. À la récréation, elle jouait sans peur. Et parfois, quand une camarade pleurait ou qu'un petit se faisait bousculer, elle s'approchait, posait une main douce sur leur épaule et murmurait « Tu veux que je te présente Max ? Il peut t'aider. » Elle ne cherchait pas à effacer son passé. Elle l'honorait. Elle en faisait une force. Un soir, alors que Connor l'abordait, elle lui demanda « Tu crois qu'il se souvient, Max, de tout ce qu'on a vécu ?» Il s'assit au bord du lit. « Je crois qu'il s'en souvient comme toi. Tu te souviens des rêves qui comptent. Pas tous les détails, mais l'odeur, les sons, les émotions. Et je crois qu'il sait que tu es en sécurité maintenant. » Elle caressa le flanc de Max. « Il vieillit, hein ?» Connor hocha la tête. « Un peu, oui. Mais il est toujours aussi fort. Et surtout, il est heureux. » Elle resta silencieuse un moment, puis murmura « Un jour, je serai grande, et je raconterai cette histoire à d'autres enfants, pour qu'ils sachent qu'un chien peut sauver plus qu'une vie. Il peut sauver un cœur. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, admirant cette petite fille qui avait traversé les ténèbres sans perdre sa lumière. Un matin, quelques mois plus tard, ils furent invités dans un collège local pour parler du rôle des chiens de service. Connor prépara une présentation simple, quelques photos de Max en action et des anecdotes touchantes. Mais ce fut Emily qui improvisa le moment le plus fort. Elle se leva devant la salle de classe, les mains légèrement tremblantes, et dit « Je m'appelais Emily Rhodes, et j'ai eu peur très souvent. Mais ce chien, Max, il a désobéi une fois, et ça m'a sauvé la vie. On m'a dit que ce n'était pas bien qu'un chien désobéisse à son maître, mais ce jour-là, il a désobéi parce qu'il m'a écouté. Moi, pas les ordres, et maintenant, il est mon héros. » Un silence intense suivit, puis un tonnerre d'applaudissements. Connor sentit une larme couler le long de sa joue, discrète, mais inarrêtable. Max, quant à lui, se contenta de remuer la queue. Un jour, alors qu'ils marchaient tous les trois dans une forêt proche, Emily s'arrêta soudain. Le soleil filtrait à travers les branches, dessinant des halos dorés sur le sol. Elle se tourna vers Connor. « Tu crois que Max m'aurait trouvé, même si j'étais tombé quelque part où personne ne pouvait me chercher ?» Connor s'agenouilla. « Oui, il t'aurait trouvé n'importe où, parce que ce n'était pas juste une mission, c'était toi. » Elle regarda Max. « Et toi ? Tu me suivrais encore si j'étais grande ?» Le chien s'assit doucement à ses pieds, leva les yeux vers elle et appuya son museau contre sa main. Elle sourit. « Alors je n'aurais plus jamais peur. » Mais la vie, comme souvent, apporta de nouveaux défis. Un soir d'orage, alors que Connor rangeait des documents dans le garage, Max, couché près de la porte, eut un sursaut. Il se leva lentement, comme alourdi par les années, puis aboya faiblement. Connor accourut. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux ?» Le chien tenait à peine debout. Il tremblait légèrement. Emily arriva en courant, en pyjama, les yeux paniqués. « Max !» Ils l'installèrent doucement sur un tapis, au salon. Connor vérifia son rythme cardiaque. Il était lent, trop lent. Il appela immédiatement la clinique vétérinaire d'urgence. Emily sanglotait doucement, blottie contre son flanc. « Il peut pas partir, pas maintenant, » répétait-elle. Connor prit sa main. « Il est fort. Mais c'est peut-être le moment pour lui de se reposer. » Elle secoua la tête en larmes. Pas avant qu'on lui dise au revoir, pas comme ça. Ils passèrent la nuit à ses côtés. L'orage battait les vitres, mais à l'intérieur, tout était calme. Emily chantonnait doucement une berceuse qu'elle avait inventée pour Max. Connor, la main sur la tête du chien, priait en silence. Et quand l'aube se leva, ils comprirent donc qu'il tenait encore, pour eux, parce qu'il ne voulait pas partir tant qu'il n'était pas prêt. Lorsque le vétérinaire arriva enfin, les yeux rougis par le manque de sommeil et la compassion, il posa sa mallette sans un mot et s'agenouilla près de Max. Il écouta son cœur, observa ses pupilles et jeta un regard à Connor. Ce dernier comprit avant même qu'un mot ne soit prononcé. Emily, elle, tenait la patte de son chien, les yeux brillants, sans verser une larme. Pas encore. Le vétérinaire s'éclaircit doucement la voix. « Il est arrivé au bout, Connor. Mais il ne souffre pas. Il est juste fatigué. Très fatigué. » Connor hocha la tête. Emily demanda « Est-ce qu'il sait qu'on l'aime ?» Le vétérinaire sourit doucement. « C'est pour ça qu'il tient encore. » Ils passèrent encore quelques minutes, tous les trois, à lui parler, à le remercier, à lui raconter des souvenirs. Puis, Emily glissa à son oreille « Tu peux y aller maintenant, Max. Tu as fini ton travail ici.
Et Max, comme s'il attendait ce moment exact, expira dans un souffle paisible, la tête posée sur ses pattes. Le silence qui suivit ne fut pas un vide, ce fut une présence. Les jours suivants furent de brumeux, irréels. La maison semblait plus grande, plus silencieuse, comme si elle respirait autrement. Émilie se leva chaque matin, rangea soigneusement sa chambre et laissa la porte entr'ouverte. Au cas où Max revienne en rêve, disait-elle. Connor, de son côté, installa une photo encadrée de Max sur la cheminée. Il y déposa sa médaille, remise lors de la cérémonie, et une petite étiquette en cuir qu'Émilie avait gravée « Celui qui a désobéi pour faire ce qui était juste ». Un matin, ils décidèrent d'aller planter un arbre dans le jardin, à l'endroit précis où Max adorait s'étendre au soleil. Un érable, solide, élégant, vibrant. Connor creusa la terre pendant qu'Émilie déposait, au fond du trou, un vieux jouet que Max aimait mâchouiller. Puis ils posèrent ensemble une petite pierre gravée. « Max, héros, ami, famille, tu nous as appris à aimer sans peur. » La vie reprit son cours. Connor continua à enseigner, à écrire parfois dans des revues pour vétérans. Émilie grandit. Elle commença à écrire une histoire sur Max, qu'elle intitula « Le chien qui a désobéi pour aimer ». Son institutrice fut tellement touchée qu'elle la proposa à une maison d'édition locale. Quelques mois plus tard, le livre fut imprimé, petit tirage mais grand impact. Des parents commencèrent à écrire à Connor, des enfants envoyèrent des dessins de chiens avec des capes de super-héros. Et dans tous les témoignages, une même phrase revenait « Merci de nous avoir rappelé que l'obéissance n'est rien sans compassion ». Un soir, alors qu'il rentrait à pied d'un dîner chez des amis, Émilie demanda « Tu crois qu'on reverra un chien comme Max un jour ?» Connor réfléchit. « Non, parce qu'il n'y en aura jamais un autre comme lui. » Elle sourit. « Alors je crois que je vais devenir vétérinaire, et je vais en aider plein d'autres. Peut-être pas comme lui, mais presque. » Il l'enlaça doucement par les épaules. « Il serait fier de toi. » Elle leva les yeux vers les étoiles. « Je crois qu'il est là, quelque part. Pas très loin, et qu'il veille encore. » Les années passèrent. Émilie devint une jeune femme forte, engagée, pleine de vie. Lors de son discours de fin d'études, elle prononça ces mots. « Un jour, j'ai eu peur, et un chien m'a tendu la patte. Il ne m'a pas demandé mon nom, ni si j'étais sage, ni ce que j'avais fait. Il a juste décidé que j'avais besoin d'aide. Et ça m'a changé à jamais. » Dans la salle, Connor, vieilli mais droit, essuya une larme. Et au fond de son esprit, il entendit presque un petit jappement, comme un dernier clin d'œil venu d'un autre monde. Un rappel simple, éternel. Parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de désobéir à ceux qui ne voient pas le danger, pour sauver ceux qu'on aime.